Rebonjour. Je suis ravi d'accueillir Touria Glaoui parce qu'il faut parler d'art, comme le disait Michaël tout à l'heure, qui baigne dans l'art depuis son enfance, puisque votre papa est un peintre connu, Hassan El Glaoui, mais vous êtes surtout connu pour avoir créé en 2011 à Londres cette foire qui a connu un succès immédiat dès sa première édition, qui est 1,54 Contemporary African Art Fair, que vous avez après créé, vu le succès à New York en 2015, et puis à Marrakech en 2018. Oui, voilà. Michaël, on pourrait vous qualifier peut-être de galeriste européen par excellence. Vous avez donc votre galerie est spécialisée dans l'art italien du XXe siècle, plus précisément des avant-gardes du XXe siècle. Vous avez une galerie à Florence, à Milan, à Londres, à Paris, et j'oublie presque... Et en Suisse. Et, voilà, à Clermont-en-Montagne en Suisse. On est là pour parler du Brexit, donc je pense que nos deux invités sont vraiment particulièrement concernés par le Brexit. Ma première question, Michaël, c'est la suivante. Face à ce Brexit, plutôt que de parler de Brexit, de cet état de Brexit potentiel qui existe depuis 3 ans aujourd'hui, quelle est l'attitude, comment vos collectionneurs, précisément dans votre galerie, vous en parlent, et qu'est-ce qui a changé dans leur attitude au cours de ces 3 années, encore une fois, de cet état de Brexit? Le lendemain de la votation de Brexit, j'ai eu l'occasion de répondre à une question similaire et j'étais totalement optimiste. Je disais, rien ne va changer. Le marché de l'art est global. Les grandes structures sont déjà globales, internationales. Vous verrez beaucoup de pertes pour rien. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus prudent. Non tant parce que le Brexit en soi comportera, pour être extrêmement radical, juste un changement de régime du TVA signifie, pour être un peu tranchant, que l'Angleterre pourrait devenir comme la Suisse. Donc, dans le marché global, ce n'est pas quelque chose de dramatique. En revanche, comment le Brexit a été géré, comment le Brexit a été prolongé, le total manque d'informations a créé effectivement un peu de panique. Dans mon cas, il y a évidemment auprès de vos collectionneurs. Oui, il y a des interlocuteurs qui évidemment ne changent pas. Mais je peux citer, sans faire de nom, au moins 4 très importants collectionneurs qui ont décidé de déplacer leur collection en Europe. C'est le cas de qui investit pas pour décorer la maison, qui a une approche à l'art aussi financier, et donc voir sa collection, qui dans la plupart des cas est quelques millions d'euros, voire quelquefois dizaines de millions d'euros, s'il change le 5%, c'est des millions d'euros qui partent. Donc, il décide, pour précaution, dans une vision qui est celle peut-être demain de la revendre, de déplacer les tableaux. Donc, ça, c'est déjà un cas assez concret de ce qui va se passer. Très concret. 4 grands collectionneurs. Touria, j'ai envie de vous poser la même question. Michaël vient de parler de ses clients. Donc vous, vos clients, ce sont les galeries. Cet état de Brexit, qu'est-ce qu'il a changé au cours des 3 dernières années sur les galeries de 1,54 ? Alors, il ne faut pas oublier que j'ai commencé un 54 à Londres par rapport à ce que représentait le marché du Royaume-Uni dans la globalité du marché européen. C'est une foire qui nous a très bien réussi jusqu'à maintenant parce qu'il y a justement, on va dire, ce melting pot de collectionneurs qui viennent à Londres pour Frieze, et donc on bénéficie aussi beaucoup de ces collectionneurs-là. Donc pour nous, je dois dire que d'un point de vue collectionneur, on n'a pas vu un vrai changement.
changement depuis Brexit par rapport à nos galeries. Les rumeurs disent sur certaines que certains de leurs collectionneurs européens n'étaient pas forcément présents au rendez-vous. Ce que je doute personnellement, parce que ce qui est toujours d'ailleurs quelque chose qui m'a toujours intriguée, certaines des galeries italiennes ou françaises qui participent à un 54 me disaient toujours que, assez bizarrement, souvent c'était des collectionneurs de France ou d'Italie qui venaient leur acheter des œuvres à la foire. Donc j'imagine que dans ce cas très précis où les galeries disent qu'elles n'ont pas forcément vu leurs collectionneurs habituels, eh ben, vu qu'elles sont basées en Europe, ça ne sera pas un vrai problème parce qu'elles pourront leur vendre en Europe. Mais d'un point de vue, nous, directement, après les résultats des courses, de la foire, et depuis 3 ans, depuis qu'on parle de Brexit, nous ne voyons pas forcément les changements. Je sais aussi que les galeries européennes participent à un 54 pour la foire parce qu'elle veut atteindre ce marché qui se déroule en Angleterre, plus précisément à Londres. Donc l'objectif principal de faire la foire à Londres, c'était pouvoir de toucher à cette communauté de collectionneurs internationale. Et malheureusement, je pense qu'en représentant 60% du marché européen, le Royaume-Uni ne va pas devenir une plateforme complètement ni inutile, ni moins intéressante par rapport aux collectionneurs. Donc pour l'instant, j'ai eu beaucoup de chance à Londres. Oui, mais est-ce que concrètement, certaines galeries vous ont posé la question, est-ce que si le Brexit a lieu, est-ce que la foire à 54 va continuer? Ce type de questions, quand même, les galeries Oui, doivent bien vous sûr, le tout poser. à fait, depuis le début. Mais il faut aussi remettre tout dans son contexte. Aujourd'hui, sur toutes les galeries qui participent à Londres, 20% seulement sont des galeries européennes. Les galeries américaines et les galeries qui viennent du continent africain sont déjà obligées de payer ce taux d'importation. Mais effectivement, quand elles me demandent, on essaie absolument, comme tout le monde, je suis sûre, dans la salle, de se renseigner au maximum sur ce qui va se passer ou ce qui se passera. Mais on est tous en train de, bien évidemment, créer des grandes hypothèses sur ce qui peut se passer. On y viendra tout à l'heure. Oui, on y viendra tout à l'heure. Et puis, je pense simplement que j'espère que les décideurs ont compris, bien évidemment, le pouvoir du marché de l'art en Angleterre et essaieront de, justement, peut-être faire une plateforme beaucoup plus avantageuse à Londres plutôt que désavantageuse pour la majorité des collectionneurs et des galeries. Et Touria, par rapport aux collectionneurs africains, et par rapport aux galeries africaines, l'attitude est la même que par rapport aux galeries européennes Ben oui, parce qu'elles, de toutes les manières, sont imposables à 5% par les taux d'importation. Donc, ça ne change absolument rien pour elles. Et comme on a, comme vous l'avez dit, 3 foires, les taux d'importation sont assez différents dans les trois pays. Donc, Londres est à 5, le Maroc est à 10 et puis le New York est à 0. Donc, dans l'ensemble, l'Angleterre se porte toujours au milieu assez bien. Donc, c'est intéressant. Les galeries, bien sûr, demandent, pas les galeries africaines, c'est toujours des galeries européennes qui demandent qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va changer. Et malheureusement, bien évidemment, on se renseigne, on envoie les articles qu'on reçoit, mais on est comme tout le monde, pas très informé. Donc on attend les résultats vraiment avant de prendre de grandes décisions. C'est ce que vous disiez, Michaëlé, c'est cette incertitude, le changement de position de votre regard a été entre le départ, bon, qu'est-ce que ça va changer, mais après l'incertitude a entraîné des modifications. Alors, deuxième question, c'est en quoi cet état de Brexit, je reviens toujours à cet état de Brexit parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le Brexit aujourd'hui, et il n'est toujours pas fait, en quoi cet état de Brexit, là, de votre point de vue directement, en quoi il a affecté et comment a-t-il affecté vos affaires ? Premièrement, j'ai dû couper 3 expositions. C'est une donnée banale, mais c'est concret, tangible, tout le monde peut l'imaginer. C'est-à-dire... Pourquoi ? Les risques d'application d'une TVA du jour au lendemain, du vendredi soir 31 mai au 31 juin, au 31 octobre, et puis encore 31 janvier, fait en sorte que, hypothétiquement, parce qu'il n'y a aucune circulaire officielle qui précise quels seront les taux d'importation, de réimportation en Europe d'un tableau qui est hors de l'Europe.
Et les tableaux pourraient être le vendredi soir avant le Brexit européenne et le lundi, naturellement, non européenne. Alors, évidemment, selon l'exposition qu'on a organisée, qu'on a de la programmation, si on a... je me souviens un cas célèbre qui a été pris par beaucoup de journaux. On avait, célèbre parce que tout le monde en parlait, on avait une exposition de Bourri qui avait des valeurs assurées pour divers dizaines de millions d'euros. Alors, n'est pas prendre la précaution de rentrer les tableaux signifie devoir payer quelques millions d'euros de TVA le lundi matin, si les tableaux, on veut qu'ils rentrent en Europe. Donc, rien que pour ça, on a dû couper à 3 reprises des expositions. Donc, voilà quelque chose de tangible. Vous voulez dire un risque que vous avez, par exemple, estimé quand vous dites quelques millions d'euros, c'était un risque de... C'était assuré, valeur 70 millions, c'était 3,5 millions pour rentrer en France, et pour rentrer en Italie, hypothétiquement 7 millions. Après, aucune chambre de commerce, aucune ambassade, aucun office de commerce à l'extérieur, parce que c'est un problème européen, pas des Anglais naturellement, avait une note officielle à faire passer en disant non, on ne vous demandera pas, comme c'est naturel, une taxe sur une marchandise qui était, pardon, appelée marchandise, c'est horrible, mais la loi vaut comme une marchandise, pour une valeur qui part de l'Europe, qui se trouve au-delà de la frontière et qui doit rentrer. Si pendant la nuit, effectivement, la marchandise, elle part comme européenne et revient comme non européenne, il faut payer une taxe. Alors, ils ont fait circuler à un certain moment, mais jamais officiellement, que pour 6 mois après le Brexit, on n'aurait pas dû payer. Mais sans aller trop en profondeur dans les technicismes, le problème, c'est qu'il y a un vide, ça c'est les données importantes, il y a un vide de communication tel qu'on a dû littéralement couper les expositions une semaine avant et faire rentrer les tableaux. Cela dit, n'est pas le seul impact. Le vrai impact est psychologique. Je vais dire que c'est pour des mois et encore aujourd'hui, probablement jusqu'en janvier, la grosse partie de la conversation qu'on a avec nos clients, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les tableaux... C'était curieux qu'à un certain moment, justement pendant l'exposition de Bourg, la plupart des interviews qui étaient faites pour la communication de l'exposition étaient et le Brexit. Donc ça, c'est un effet psychologique qui n'est pas trop favorable. Après, je crois qu'il ne faut pas dramatiser. Je crois que ce qui se passe dans ces dernières heures à Hong Kong peut avoir des effets à long terme plus grave que le Brexit. Le Brexit est à la fin une question de réorganisation, principalement l'organisation fiscale. Mais concrètement, ça vous a aussi fait perdre de l'argent. Parce que si vous oui, dites, oui. vous avez arrêté des expositions, ces expositions, c'était pour vendre. Oui. Les clients qui veulent tout prix acheter un bourré, ils viennent volontiers à Paris l'acheter ou ils se déplacent autrement. Mais c'est un contexte où on parle d'autre chose que d'aller voir l'exposition pour choisir une œuvre, pour se faire souder par une œuvre, éventuellement tomber amoureux et la prendre. Donc le contexte, c'est d'incertitude. L'importance de cette incertitude, elle est limitée. Il ne faut pas être catastrophique. Tôt ou tard, il y aura une décision, il y aura une période d'adaptation. Londres, la Grande-Bretagne deviendront peut-être comme la Suisse, peut-être non. On verra. C'est une question, là, oui, wait and see. Ce ne sera pas dramatique. Mais il y a une transaction trop longue. Les dégâts peuvent être dans la transaction parce qu'elle est mal gérée, pas par le Brexit en soi. Touria, vous, comment ça a affecté pour le moment donné vos affaires et comment ça a affecté les affaires des galeries qui participent à un 54 dans ce que vous en avez entendu dire? Donc ma question elle est double. Est-ce que cet état de Brexit aujourd'hui a quand même affecté ou pas les ventes? Vous en parliez un peu tout à l'heure, les ventes de la foire. Et quels sont les échos que vous donnent les galeries avec lesquelles vous travaillez? Il y a combien de galeries, hein, 54 à Londres, il y a 45 galeries. Alors, les échos sont forcément... les galeries, encore une fois, européennes sont soucieuses dans l'ensemble. Ce qu'on entend dans les couloirs, c'est que Frieze ou un 54 sont des foires en Angleterre dans un moment un peu où tout le monde est soucieux d'attendre, de savoir ce qui va se passer, de ne pas savoir s'ils doivent acheter, pas acheter. Mais moi, ce qui m'intrigue le plus et où j'ai beaucoup plus de tranquillité, que ce soit pour les galeries européennes ou pour les galeries qui viennent du continent, c'est qu'en général, elles ont
souvent, surtout pour les grands collectionneurs, des possibilités de facturer le collectionneur dans différents endroits. Donc ça, c'est une chose que déjà est mise en place par comment se déroulent, on va dire, les règles du jeu. Concrètement. Allez-y, Ben donnez voilà, des non, exemples. c'est ça. C'est si jamais c'était plus bénéfique pour le collectionneur d'être facturé dans un endroit où il n'aurait pas à payer ce taux d'importation, ça serait quand même possible pour une galerie. Comme ça se passe aujourd'hui, par exemple en Chine, où les taxes ne sont pas les mêmes en Chine qu'à Hong Kong, et que voilà. régulièrement on facture à Hong Kong. Voilà. Et dans ces scénarios-là, je sais qu'on parle souvent du scénario le pire, mais on peut être aussi dans un scénario de statu quo, où ça ne change pas, on est toujours à 5%, qui est le taux le moins élevé d'Europe déjà, ou plus bas. Et ils peuvent décider, comme les États-Unis, d'avoir un taux à 0% qui garderait le Royaume-Uni dans sa position un peu de leader du marché de l'art, ou alors plus haut. Mais pour qu'ils aillent plus haut, il faudrait vraiment que, je suis désolée de le dire, mais qu'il y ait des crétins en haut qui se disent que ce qui est possible aussi. Mais il faudrait penser que quand même, il y a des gens probablement très, je sais plus comment on dit, aware, mais conscient de ce que représente le marché de l'art en Angleterre, et de vouloir justement tout faire pour qu'il garde cette place de marché au sein de l'Europe, mais aussi au sein du marché global. Alors justement, faisons un peu de prospective. J'imagine que l'un et l'autre, d'ailleurs, vous avez presque l'un et l'autre et l'ensemble des galeristes concernés, vous avez élaboré des scénarios possibles de ce qui va se passer après que le Brexit ait lieu. Est-ce que, par exemple, Michele, vous avez aussi envisagé la possibilité de fermer votre galerie à Londres? Quelles sont les perspectives de ce Brexit concrètement? Frédéric Jousset tout à l'heure disait en introduction, je ne crois pas que ça sera un effondrement à Londres, on se retrouvera avec une situation plutôt comme Singapour. On est certain quand même de rien, puisque quand même l'immobilier a chuté, quand même, le prix de l'immobilier a chuté quand même assez fortement à Londres. Il y a un début, entre guillemets, de récession annoncé aussi. Voilà, on n'est quand même pas dans une situation qui est tout à fait si optimiste que ce qu'on voudrait croire. Je ne pense pas qu'on peut mesurer les effets à court terme. Même les changements qu'on vient de citer sur l'immobilier sont dus à un impact émotif dans un Brexit qui n'est pas arrivé. Et justement parce que ça traîne. Quand le mur de Berlin est tombé, l'Allemagne a eu des problèmes énormes pour quelques années. En réalité, il était clair que dans un moyen long terme, c'était évidemment un choix positif. Alors moi, je suis naturellement pour une Europe et contraire au Brexit, je l'ai dit ouvertement, mais ça ne compte rien. Je veux dire que sous les moyens long terme, c'est important. Le court terme n'est pas si essentiel. Il est évident, le pound a changé ses valeurs, le marché immobilier. Le vrai problème pour le marché de l'art sont de 1. Est-ce que cette place centrale qui vaut à New York dans le monde et à la grandissante Hong Kong, et on va voir Hong Kong qu'est-ce qui va se passer, qui, je le répète, me fait beaucoup plus peur que le Brexit. Est-ce que cette place de transaction... Alors, juste une parenthèse, je crois que les 60%, c'est les transactions européennes, pas les collectionneurs. Ce sont des choses vraiment différentes. Oui, parce que les collectionneurs anglais, en réalité, ou qui résident en Angleterre, ne sont pas si nombreux. En revanche, les collectionneurs qui vont acheter à Londres sont évidemment, je ne connais pas la date, les données, mais probablement proches de 60%. Là, je pense qu'il y a un changement. Si effectivement les maisons de vente n'ont plus intérêt à baser leurs ventes à Londres, il est possible, personne ne peut le dire, il est possible qu'un tableau allemand, belge, qui veut vendre un Magritte, qui veut vendre un Fontana, qui veut vendre un Klein français, il se trouve dans l'Europe, il n'a pas probablement raison d'aller les vendre sur cette plateforme si ça complique. Après, si le destinataire est new-yorkais, il n'y a aucune différence non plus, mais ça complique. Ça pourrait être effectivement, donc, ça le premier changement, qui va réduire pas les collectionneurs, mais le numéro de transactions. Et 2,
qui a la force, pas les maisons de vente, dans le monde des galeristes, de passer les courts termes, qui est compliqué, pour arriver à un moyen-long terme solide. Probablement solide. Je ne le sais pas, mais je ne pense pas non plus catastrophique, franchement. Il y aura des changements sur la géographie, sur la population qu'il y aura, sur les visiteurs qu'il y aura, mais Londres était là il y a 300 ans, et je n'ai pas peur qu'avec le Brexit, arrêtera d'être la grande capitale mondiale qu'elle a toujours été. On se souvient quand même qu'en 2008, quand il y a eu la crise financière considérable qui a affecté le monde et l'Europe, moi je me souviens très clairement du nombre de licenciements dans les galeries d'art londoniennes, quand ça a très peu affecté en définitive les galeries françaises. Pourquoi ? Parce que d'une part, on le dit rarement, mais que en France, il y a une longue tradition de la collection. Il y a des collectionneurs souvent cachés, qui ont peur souvent du fisc, qui se cachent un peu, mais il y a une longue tradition de collection. Les galeries parisiennes, la majorité me disaient, mais écoute, évidemment c'est difficile, hein, mais un collectionneur reste un collectionneur. Or, à Londres, on n'a pas de collectionneurs, il n'y a pas de tradition très forte des collectionneurs, et donc c'est beaucoup d'étrangers. Donc la situation, elle est quand même beaucoup plus périlleuse, parce que, et je finis ma question de manière un peu provocatrice, chaque fois que j'ai dit ou écrit ce genre de choses, on a sauté dessus alors que c'est une réalité. On sait qu'il y a beaucoup d'argent sale à Londres, c'est quand même un fait. Donc imaginez que ce Brexit soit un peu tendu et que ce qu'on permet aujourd'hui, ce que l'Europe permet aujourd'hui à Londres de faire, hein, notamment de permettre à des gens très fortunés d'arriver et d'être protégés en Angleterre, il n'est pas dit que dans un Brexit dur, l'Angleterre ne soit pas montrée du doigt et qu'on arrive à une situation opposée à celle qui est en train de se dessiner, Londres comme un Singapour, mais plutôt Londres comme montrée du doigt par l'ensemble des partenaires européens. J'aimerais avoir votre avis tous les deux sur cette autre hypothèse. Bon, d'abord, je pense que dans le début du commentaire, une des choses qui est sûre, c'est qu'on n'a pas à Londres et à Paris les mêmes lois d'emploi. Donc on peut aussi laisser partir les gens plus facilement et les réengager plus facilement. Donc je ne pense pas que c'est un bon critère de jugement, dans le sens où en France, ça serait plus difficile de laisser partir quelqu'un d'une galerie. Moi, je pense comme... Et le business avait quand même énormément baissé. Non, c'est sûr. Et je suis sûre qu'il y a un effet direct, mais je suis un peu d'accord. C'est plus qui aura la force financière de tenir pendant le court terme au niveau des galeries, qui ne sont pas les grandes galeries de ce monde comme White Cube ou... Hauser, etc., et qui n'ont pas toute la possibilité de déménager à Paris non plus, parce que c'est peut-être un bon pari ou pas. Mais je pense que d'un point de vue argent sale, je pense qu'il y en a partout dans l'ensemble du monde. Je suis plus à Londres qu'à Paris, sans chauvinisme. Je suis pas sûre, mais bon, je connais pas, on va dire les statistiques sur cette chose-là. Mais par contre, il est sûr que Brexit peut faire que les choses changent et qu'on soit tous en train de se demander s'il n'est pas mieux de de monter une galerie ou de monter une foire à Paris. Mais il est sûr qu'on a tous besoin d'attendre, de voir ce qui va se dérouler dans les prochaines semaines, mois ou même années, vu que ça a l'air de durer assez longtemps. Moi, dans mon cas particulièrement, on va faire un portfolio diversifié, parce que j'ai bien évidemment Marrakech, qui est pour moi on va dire un positionnement qui est favorable aux collectionneurs français, belges et européens, et qui est aussi une sorte d'emplacement où les gens sont aussi ravis d'aller voir et découvrir de l'art contemporain africain sur le continent africain. Mais je dois dire qu'ils sont aussi résilients quand ils vont à Marrakech, parce que bon, c'est pas forcément si facile, et ils sont d'accord de participer, d'acheter à Marrakech. Les lois, c'est pas forcément les plus évidentes, comme
comme beaucoup des autres foires d'ailleurs dans certains pays beaucoup plus difficiles, mais pendant une période privilégiée, ils ont tous on va dire des règles beaucoup plus souples. Et ça serait peut-être la même chose à Londres, peut-être sera un taux plus élevé, mais plus tard, pendant une foire en particulier, ils décideraient d'assouplir certaines règles. On ne sait pas, on peut avoir une relation très privilégiée pour l'art, spécifiquement qui va avec Brexit, justement pour supporter cette transition qui va être difficile. Moi, pour le moment, je suis ravie avec Marrakech, donc je ne me vois pas déménager à Paris, mais pour l'instant, Londres, tout ce que je peux dire, a été jusqu'à maintenant très forte au niveau de ma foire. Donc, je ne vois pas du tout de côté négatif pour le moment. Michele, par rapport à ta réaction, par rapport à cette hypothèse que j'évoquais, on imaginerait quand même mal l'Europe, ou en tout cas, ça serait vraiment inconscient de la part de l'Europe, de laisser Londres avec 0% de taxes. Et en face... Il y a des pays où on paye 0% de taxes, en Europe où on peut être résident. Et ça, c'est la question dont je ne suis pas expert, c'est la compétition fiscale entre les pays. Je pense que l'Europe n'a pas un mot à dire sur les taxes que fera payer Londres, comme si on ne voulait pas faire payer 0% aux États-Unis. C'est du moment qu'on est indépendant, quand on se développe, chacun prend son chemin. La vie est libre. La vraie question, c'est que l'Europe, s'il doit gagner et récupérer une partie de ce marché qui n'aille pas aux États-Unis et qui n'aille pas vers... doit gagner sur ses mérites. Elle ne doit pas interdire aux autres de faire leur politique fiscale ou leur structure doit être capable de s'organiser. Et pour l'instant, je crois que si on voit, pas pour l'art, mais donc je sors un peu le domaine où je suis censé parler, mais en général, l'Europe a joué ces matchs, chaque pays pour son compte. On a récupéré des structures qui sortaient de Londres, quelquefois bien, quelquefois mal. Je ne vais pas insister là. Mais si l'Europe reprendra toutes ces parties du marché qui probablement ne restera pas naturellement à Londres, ça sera parce qu'elle sera capable de s'organiser, de structurer et d'utiliser aussi des politiques fiscales intelligentes, pas parce qu'on va indiquer du doigt ce qu'il fera Londres. Londres joue son match dans la vie. Alors le match Paris, justement, Brexit et Paris, on en a parlé beaucoup, Zwirner implanté à Paris, White Cube, Ozerrenwirtz bientôt. Est-ce que ce Brexit va favoriser Paris? Effectivement, comme disait Joussé en introduction, est-ce qu'on va peut-être arriver finalement à prendre 10% du marché grâce au Brexit? Puisque je ne suis pas parisien ni français, je peux parler bien de Paris sans être chauviniste. Je pense que Paris est réellement, avec New York, la capitale culturelle mondiale. Il suffit de voir, sans être trop critique, mes amis français, toujours, on est critique vers son propre pays. Venez voir l'Italie et vous aimerez plus la France. Paris est... C'est même l'embarras de nommer les musées qu'il y a à Paris. Si quelqu'un veut venir atterrir à Charles de Gaulle, il ne suffit pas une semaine et avec des rythmes de force qui détruiraient n'importe qui pour voir tous les musées qu'il y a à voir, sans compter les galeries et bientôt probablement une structure forte de maisons de vente. Probablement. Ce n'est pas à moi d'en parler, il y a d'autres personnes dans cette salle qui vont probablement en parler. Donc, Paris... est déjà dans une position dominante. Et quand on est dominant, il est naturel qu'on attire les énergies qui se libèrent sur le marché. Donc, il y aura probablement un avantage de plus. Les galeries qui sont en train d'intervenir, c'est un indice. Mais Paris a une position de force. Je ne vois pas ni l'Espagne, ni l'Italie. Milan est dans une phase extraordinaire, mais marginale encore, périphérique dans le monde de l'art. Je ne vois non plus l'Allemagne. Parce qu'il n'y a pas toute la matinée, on est pour la conférence sur le marché de l'art, donc on traite l'art comme un marché, donc avec des instruments financiers, business, argent, propre et sale. En réalité, ce n'est pas secondaire. L'avoir envie d'acheter un tableau, si on est au Grand Palais, à 500 mètres de la gare d'Orsay, à 2 km du centre Pompidou, à
probablement, dès que j'ai dit, les mesures ne seront pas précises, c'est de la nouvelle fondation Pinault, la fondation Arnaud, le Jacques Marandré et le Rangerie, et je ne m'arrête pas parce que ça termine La fondation plus. Cartier qui La est fondation 30 000 mètres carrés. Naturellement, j'oublie quelqu'un, Carrousel donc du c'est Louvre. pas gentil, mais je vais dire, ce n'est pas un hasard qu'un Brésilien, un Suisse, un Italien, un Allemand, un Russe, un Chinois viennent à Paris. Ils viennent parce que c'est un contexte. Donc, Paris a tous les instruments pour jouer ce match et les gagner. Mais encore une fois, ce match sera gagné si on joue sur la force que l'Europe et Paris a, et pas parce qu'on va, comment dire, provoquer, critiquer, contester ce qu'il peut faire Londres. Le gros problème, c'est, je répète pour moi, c'est l'Asie, parce que jusqu'à il y a 6 mois, la plupart des opérateurs du marché pensaient qu'il y a un marché américain qui a une force propre, il y a un marché européen qui probablement a rejoint un taux de maturité très haut, avec des marges de croissance probablement faibles, et tout s'était joué sur l'Asie. Et sur l'Asie, c'est joué sur une plateforme qui était Hong Kong. Si la Chine, mise à part, il ne faut pas dramatiser, on a eu les Gilets jaunes, ils auront leur contestation, mais si la Chine décide que Hong Kong ne sera plus Hong Kong, qui n'est pas 3 mois ou 6 mois de contestation, mais c'est un changement radical de la position d'Hong Kong, ça n'a pas un effet limité sous la ville d'Hong Kong, mais par rapport au marché de l'art dont on parle, de conséquences beaucoup plus fortes que le Brexit. Oui, en À sachant, mon avis, je ne suis pas... en sachant qu'il y a une autre place forte du marché de l'art qui est en train de se développer en Chine, progressivement mais sûrement, qui est Shanghai, où plusieurs galeries d'ailleurs s'implantent. Oui, Mirotin, mais Shanghai, on pourra, pour l'instant, il ne Minrache. laisse pas sortir l'argent. Non. Donc, pour les marchés, jusqu'à un certain montant, a un significat important. Mais dès qu'on dépasse les 50 ou les 100 000 euros, signifie des possibilités d'opération extrêmement limitées, extrêmement compliquées. Touria, donc, ouais, même question. Est-ce que le Brexit, c'est youpi Paris? On peut pas, et je suis d'accord, négliger tous les avantages de Paris. Paris est une ville extraordinaire. On le voit aussi à la FIAC qui prend de plus en plus, on va dire, de leadership sur les foires de l'Europe, mais aussi... Et sur le montant des transactions, puisque pendant longtemps, on disait oui, la qualité de la FIAC, etc. Mais là, aujourd'hui, on connaît des montants de transactions beaucoup plus importants. Bien sûr, on voit ça jadis. tout à fait. Après, quand on voit aussi certains commentaires des grosses galeries qui font la FIAC, elles disent elles-mêmes qu'il n'y a pas non plus des nombres de collectionneurs parisiens, comme on dit. On a peut-être une stratégie de collection et une vraie culture de collection, mais on parle toujours des deux mêmes collectionneurs, Pinault, Arnaud. Donc c'est apparemment ce qui fait la grande différence à Paris par rapport aux gens ou aux galeries qui essaient d'être physiquement à Paris pour pouvoir leur vendre. Après, je dis comme toujours, moi, en tant que foire, et si on prend FIAC, on est des plateformes commerciales. Donc à la fin, le résultat est où viendraient les collectionneurs. La force de Londres est que effectivement, il y a un groupe de collectionneurs internationaux. Il y a des gens qui sont peut-être pas anglais, mais qui vivent à Londres, qui ont beaucoup de moyens, qui fait le marché. Moi, je suis pas forcément dans tout de suite déménager à Paris, mais bien évidemment, nous sommes une structure assez flexible qui a pu prendre des décisions très facilement dans les dernières années. Et si jamais je voyais que vraiment le succès de 1,54 Londres se compliquait, je considérais d'autres options, Paris ou autres. Mais effectivement, je dois avoir un peu plus de recul et peut-être de résultats négatifs à Londres pour pouvoir prendre cette décision. Mais bon, je suis à la première à vouloir venir à Paris dès que l'opportunité se présente. Alors, Michael, il a déjà pris ses décisions. Il était l'un des pionniers. Il y a combien de temps que tu es implanté à Paris, d'ailleurs? 11. 11 ans, oui. Voilà. Il nous reste 1 minute avant que Jean-Baptiste m'assassine. Et donc, ça veut dire 1 minute si vous avez 1 ou 2 questions à poser à Michele ou Touria. Pas de questions. Ça peut être des choses à rajouter sur le Brexit. Si, une question. I'm sorry, my French is not good enough to ask the question, but
with France's position on repatriation of African art and the subsequent Sark Savoy report, do you think this is an opportunity now for contemporary African art to be that Paris or France would be the universe for the world and somewhat soften whatever effects might be of Brexit when it comes to African art? Okay, so the two worlds, as much as they probably one inspires the other, are very, very different. I'm really glad that those discussions are happening, in France and in Paris, and there's some strong action, being at least talked about. Does it mean that, it would be the right place for contemporary African art to substitute? I mean, I feel like it's difficult for me to judge, because I know that from a collector's perspective, which is the most interesting part for me, they are very, very different. So it's very difficult to convert, collectors or people with that interest into contemporary art from Africa. And I feel like it would be very, very experimental to think that, this is, where the contemporary art from the African continent should be, because of those discussions. But I'm glad they are having them. I can't wait for seeing, what would be the results of those conversations. And I'm very glad to see also that there's fantastic, new museum on the continent that would be ready to welcome some of those repatriations. Il y a une chose au moins que le Brexit ne changera pas, c'est la culture des Français pour le déjeuner. Et c'est le temps du déjeuner maintenant. Je vous remercie tous et je remercie particulièrement Touria et Michaëlé. Merci.